Ok, donc tout à l'heure on s'est arrêté, on était en train de parler des poutres en allège. Donc on disait que quand on analyse notre plan et qu'on trouve que il y a des poutres, il y a des retombées qui passent dans des salons ou des pièces à vivre, voilà. Donc on peut, parmi les solutions, on peut inverser la poutre. C'est-à-dire on va l'inverser la poutre en haut. Mais ça s'appelle une poutre en allège. Ça veut dire qu'en bas, il n'y a rien, mais en haut, la poutre, elle va être inversée. Mais cette transformation, avant de faire cette transformation, il faut vérifier est-ce que la conception architecturale du niveau supérieur ne pose pas de problème. Généralement, la solution ne pose pas de problème quand il s'agit du dernier niveau. Quand en haut, c'est la toiture, là vraiment, on a la liberté totale de faire comme on veut. Mais quand en haut, au niveau supérieur, il y a un étage, là, il faut vraiment être prudent et regarder est-ce que si on inverse la poutre, est-ce qu'elle ne va pas passer au droit, par exemple, d'une porte ou d'une ouverture ou quelque chose comme ça. Et le calcul se fait exactement de la même manière. Dans le dimensionnement, ça se fait comme une poutre normale. On a passé également du béton précontraint. Tout à l'heure, on a dit que c'est une solution également, parce que le béton précontraint, il permet d'avoir des retombées, il permet d'éliminer les retombées et d'avoir de grandes portées avec des retombées faibles ou parfois sans retombées. Toujours dans notre analyse du plan. Donc, c'est-à-dire quand on prend le plan, dès qu'on reçoit le plan, on doit procéder à ces vérifications. Il y a parfois, on tombe sur des poteaux qui débordent. Les dimensions des poteaux, ils sont plus grandes par rapport à la cloison. Par exemple, le poteau, il fait 30 cm ou 25 cm, mais notre cloison, elle fait 20 cm par exemple, ou bien 15. Donc, à ce moment-là, il faut consulter l'architecte. Est-ce que l'architecte a pris en considération ce débordement des poteaux dans sa conception? Parce qu'il se peut que lui, il se peut qu'il ait pris ce débordement dans sa conception. Donc là, ça ne pose pas de problème. Mais s'il n'a pas pris en considération ce débordement, il faut justement le discuter avec lui. Bien sûr, il y a des solutions. Les solutions qui sont évidentes, c'est en fait, quand le poteau déborde de 0 à 2 cm, le traitement peut se faire uniquement avec l'enduit parce que la couche de l'enduit, elle va de 1 jusqu'à 3 cm. Donc, avec une couche de 3 cm, on peut couvrir complètement. Mais quand le poteau ou le voile déborde de plus de 2 cm, entre 2 et 5 cm, là, on est obligé de faire un habillage. On est obligé de faire un habillage avec des briques de 3 cm, un habillage des briques de la maçonnerie. Avec des briques de 3 cm. Et si le débordement dépasse 5 cm, entre 5 et 7, on doit faire un habillage avec des briques de 5 cm. Ça, c'est au cas où l'architecte n'a pas pris en considération ce débordement. Et quand le débordement dépasse 7 cm, ça veut dire 7 et au-delà de 7 cm, là, on est obligé carrément de doubler la cloison. Mais toutes ces transformations doivent se faire en pleine concertation avec l'entreprise parce que ces transformations, ils vont diminuer ils vont diminuer ils vont augmenter l'épaisseur de la cloison et donc ils vont diminuer l'épaisseur de la pièce à vivre s'il s'agit d'un salon par exemple ou d'une chambre. Et ça, il faut le faire en pleine concertation avec l'architecte. Est-ce qu'il est d'accord sur cette transformation ou pas? Si l'architecte n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il faut chercher une autre solution déjà à ce stade. Peut-être changer la disposition des poteaux et des voiles. Mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut examiner, pas après, mais quand on reçoit le plan. Le plénum et les retombées, vous savez, dans un bâtiment, vous avez plusieurs manières de faire des passages. Vous S'il vous avez... plaît, Oui, oui. la présentation ما كتبانش. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. اه حتى لا كاميرا تاع الحق اذا كان ممكن Ah, زاد
la caméra aussi n'est pas activée si ça te dérange pas. Non, bien sûr, ça ne me dérange pas. Alors, comment activer la cam? شوف كتكون حدا الميكرو أكتب الكاميرا. Ah, c'est bizarre. D'abord? نو دابا ما بقاش ما كيبانش حتى لا بريزونطاسيون ما بقاتش. شوف راه كاينه Non, كاميرا فوق حدا كيت حدا ديك بارطاجي البيرو كاين من فوق كاميرا. دابا سي بون بور لا بريزونطاسيون. Ah, mais pour la cam, لا كاميرا n'est pas activée. En tout cas, le plus important, c'est la présentation. Peut-être on peut voir ça Ouais. après. Donc, d'abord, elle n'est pas visible quoi, la présentation? لا رد عاوتاني بحال اللي كان كوم سا. Ok. Activer la vidéo en 30, c'est ça, non? Activer la vidéo en 30. شوف essaye je pense. Normalement sur la caméra. Normalement sur la caméra, activer la caméra. Il y a des questions. Ouais, la caméra, elle devait normalement être activée. Ah, je sais pas, mais elle devait normalement être activée. Hmm. Donc, reviens à la présentation. D'accord. وي استاذ واش عندك شي مشكل نشوفوه. C'est bon pour la présentation, donc il est affiché. D'accord. Pour la caméra, je sais vraiment pas comment faire. En fait, c'est pas que je sais pas comment faire, mais pour moi, c'est normalement ça devait pas être désactivé parce que j'appuie sur activer. Donc normalement, ça se compte dedans. Maintenant, pourquoi je sais pas. Ouais, c'est pas grave, je pense le D'accord. plus important c'est d'avancer. D'accord, d'accord. Ok, donc je disais, on était en train de parler de. Attendez, je vais agrandir un peu. Voilà. Donc on était en train de parler de, voilà, on était en train de parler des passages techniques, des lots techniques. Donc dans un bâtiment, il y a plusieurs lots techniques. Il y a évidemment l'électricité, donc courant fort, courant faible. Il y a également d'abord dans les passages, en fait, on a plusieurs endroits dans lesquels on peut faire les passages des lots techniques. On peut faire le passage dans le plénum, ça veut dire entre le faux plafond et la dalle. On peut faire le passage également on peut incorporer complètement dans la structure, dans les poteaux, dans les voiles, dans les dalles. On peut passer dans la chape, ça veut dire entre le revêtement et la dalle. Et on peut passer dans dans les gaines techniques, généralement. Donc, il y a plusieurs passages, mais il y a également plusieurs lots. Bien sûr, il y a les lots d'électricité, courant fort, courant faible. Il y a également le CVC, donc le chauffage, ventilation et climatisation, qui utilise quand même de grands diamètres.
Le chauffage, généralement, vous allez avoir une chaudière, des panneaux solaires ou bien une pompe à chaleur et vous avez de grands conduits qui passent dans le plénum, qui occupent de l'espace. Vous avez également la ventilation, même s'il y a la ventilation naturelle, mais parfois la ventilation naturelle n'est pas possible ou bien elle n'est pas suffisante. Il n'est pas possible dans le cas où, par exemple, nous avons plusieurs sous-sols dans le bâtiment, nous avons 3 à 4 niveaux au sous-sol, donc il n'y a pas de contact direct avec ces locaux, entre ces locaux et l'extérieur, donc on est obligé de passer par une ventilation mécanique. Et le principe de la ventilation mécanique, c'est que vous avez des extracteurs qui vont injecter l'air neuf dans les locaux et puis ils vont extraire l'air vicié qu'ils vont évacuer à l'extérieur. Donc ça permet de renouveler l'air et ça participe dans le bien-être des usagers. Mais il y a également un système qui est un peu plus évolué parce que cette manière de faire, elle entraîne beaucoup de pertes de l'énergie parce que l'air neuf, c'est de l'air qui n'est pas conditionné et l'air vicié, c'est de l'air qui est à l'avance conditionné. Donc, au lieu de faire simplement une injection de l'air neuf et une évacuation de l'air vicié, on va les croiser d'abord dans un caisson pour qu'il y ait un transfert d'énergie. Donc, si nous sommes l'été, par exemple, l'air neuf, il est chaud et l'air vicié, il est conditionné. Donc, on les croise dans un caisson. Et l'air vicié, il va d'abord refroidir un peu l'air. S'il vous plaît, voilà, le plan, ça fait d'accord. Avant, il n'y avait pas de plan. Ah, d'accord. Donc, je disais qu'on va les croiser dans un caisson. Donc, avant d'évacuer l'air vicié, on va les croiser dans le caisson. Donc, pendant l'été, l'air neuf, il est chaud et l'air vicié, il est conditionné, donc il est froid. Donc, on les croise dans le caisson et l'air vicié, il va d'abord refroidir l'air neuf avant d'injecter l'air neuf dans le local. Donc, ça permet d'économiser un peu l'énergie. Et pendant l'hiver, c'est l'inverse. L'air vicié, elle est chaude et l'air neuf est froid. Et donc, voilà. Donc, l'air vicié va chauffer un peu l'air neuf avant de l'injecter. Donc, ça permet d'économiser un peu l'énergie. Mais tout ce système se passe à travers des conduits qui occupent vraiment beaucoup d'espace. Il y a également la climatisation, évidemment, qui utilise de grands conduits. Il y a également le désenfumage. Le désenfumage qui fonctionne un peu comme la ventilation. Pendant un incendie, le système de désenfumage, il permet d'injecter de l'air neuf, donc de l'oxygène, et d'extraire la fumée. Parce que contrairement à ce qu'on croit, 75% des décès pendant un incendie ne sont pas dus à la flamme, ils sont dus à la fumée, ils sont dus à l'asphyxie. Donc le fait d'évacuer la fumée, ça permet vraiment de sauver des vies. Et le fait d'injecter de l'oxygène, ça donne le temps aux usagers de quitter les lieux, ça dégage la vue également. Ça permet également aux pompiers d'intervenir plus facilement parce que la vue est dégagée et ça protège même la construction parce que ça minimise la température. La température n'augmente pas. Et tous ces systèmes, ils vont cohabiter dans le plénum parce que le passage qui est favorisé pour le passage de tous les lots, c'est le plénum parce que ça permet un entretien facile. Tous les autres passages, ils peuvent poser des problèmes. Pour faire des interventions sur une incorporation dans une dalle, dans un voile, dans un poteau, dans la chape, il faut casser. Mais pour faire une intervention dans un plénum, l'intervention est plus facile et les dégâts sont Qu'est-ce que vous appelez plénum? C'est l'espace qui est situé entre le faux plafond et la dalle. D'accord. Voilà. Donc, et le problème qui se pose, c'est que vous avez, de manière générale, dans la réalité, vous avez des ingénieurs différents qui travaillent sur. Vous avez l'ingénieur de fluide qui travaille sur le côté fluide, l'électricien qui travaille sur sa partie d'électricité, mais souvent il n'y a pas de coordination entre les deux. Et dans la réalité, quand on veut commencer à mettre les choses en place, eh bien, on se trouve que le passage qui est réservé, par exemple, pour la clim, le même passage, il est réservé dans le plan de la clim par le frigoriste et en même temps, il est réservé par l'ingénieur de la ventilation, par exemple, l'ingénieur fluide.
Et souvent, ça crée des problèmes. C'est pour ça qu'il faut obligatoirement faire, dès le début, ce qu'on appelle la synthèse. Pas vous, mais la demandée au bureau d'études. Obligatoirement, il faut faire la synthèse parce que l'impact en cas de problème, il est énorme. Dans cette partie du plénum, il y a bien sûr des retombées. Il y a les retombées des poutres dont on a parlé tout à l'heure. Donc, les retombées, ils minimisent encore, ils diminuent encore l'espace qui nous permet de faire des passages. Donc, au cas où cette synthèse n'est pas faite au début, quand on découvre les choses plus tard sur le terrain, on a un problème. Et pour résoudre après, ça peut vraiment créer de sérieux problèmes architecturaux. Parce que la solution qui est évidente, c'est de baisser un peu le faux plafond, de baisser encore le faux plafond pour laisser la place. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est conforme à la conception architecturale initiale ou pas? Savoir. Mais l'essentiel pour ne pas tomber dans ces petits calculs, dès le début, pendant la première phase, il faut obligatoirement demander au bureau d'études de faire une synthèse. Ça, c'est vraiment très, très important de faire la synthèse pour que dès le début, on sache est-ce que l'espace est suffisant ou pas. S'il n'est pas suffisant, quelles sont les solutions qu'il faut faire pour que tous ces lots-là puissent passer dans le plénum. Et aujourd'hui, il y a une solution qui marche très bien, qui peine encore à s'imposer au Maroc et en Afrique, dans les pays d'Afrique de manière générale, mais qui commence vraiment à se répandre, qui s'est déjà répandu en Europe et aux États-Unis, c'est le BIM, Bâtiment Information Modeling, c'est-à-dire cette en 3D, mais carrément une technique qui permet de faire la construction de tout le bâtiment, mais de manière virtuelle. C'est-à-dire qu'avant de commencer la construction sur le terrain, on va commencer la construction de manière virtuelle. Je ne parle pas d'une maquette 3D, c'est pas juste une maquette 3D, mais une vraie construction qui permet de détecter tous les conflits, comme le conflit dont on parlait tout à l'heure, par exemple un conflit dans le passage des lots techniques dans le plénum, on va détecter ça pas sur le terrain, mais sur le modèle virtuel, sur la maquette virtuelle. J'aime pas appeler maquette, j'aime plutôt appeler ça un avatar parce que c'est un projet vivant. C'est pas juste une maquette 3D, mais c'est vraiment un projet vivant sur lequel tous les intervenants vont travailler, l'architecte, le bureau d'études, tout le monde, ils vont travailler sur les mêmes données, de manière à ce que tout le monde est au courant du travail de tout le monde, en fait. C'est-à-dire, le plan... C'est pas peut-être dans ce sens-là. Moi, j'ai vu récemment une vidéo, c'est une émission sur la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a même maintenant ce qu'on appelle des casques en réalité virtuelle. Ça veut dire, toi, tu es ingénieur, tu rentres, tu as les grosses œuvres, par exemple, tu veux voir ça. Et tu as un casque et tu vois déjà, est-ce que tu vois les canalisations, tu vois tout avant que ça soit mis. Exactement. J'ai vu ça quelque part. Oui, effectivement. J'ai vu ça aussi. C'est dans le même sens, en fait. C'est dans le même sens. C'est des choses, on voit bien avant de réaliser, on voit les problèmes. Déjà, bien avant de réaliser, Voilà, exactement. Sauf que le modèle 3D dont vous parlez, c'est vraiment grandeur nature. Ça veut dire qu'il se déplace sur place, il regarde autour de lui avec le casque, etc. Exactement, il voit les canalisations à projeter, il voit tout, donc il voit si ça marche et ça marche pas. Donc. Voilà, exactement. Donc vraiment, ça permet en cas de conflit, ça permet vraiment de tout détecter dès le début. Non seulement ça permet aussi de faire des améliorations au maître d'ouvrage. Comme on arrive à voir justement les choses en 3D, on peut faire des modifications, on peut faire des améliorations, mais surtout d'éliminer le conflit. C'est ça ce qui nous intéresse, c'est vraiment, ça nous permet d'éliminer les conflits. C'est important ça, parce que si vous pouvez faire un petit cadrage, parce que avec les collègues, là, nous sommes là, c'est surtout ce que je vois, nous sommes des électriciens, nous sommes on construit des bâtiments surtout industriels, donc surtout des postes de transformation. N'est-ce pas? C'est central, c'est le fond, mais bon, c'est plus des postes de transformation. Moi, je vois que distribution, donc c'est des postes de transformation. Et ce genre de conflit, ça arrive toujours.
ce genre de conflit, les Voilà. passages des câbles. Parfois, on est obligé même de trouer la dalle ou Voilà. donc, et ça, on se retrouve avec ce genre de choses parce qu'on n'a pas analysé les plans Exact. initialement. C'est toujours les Exactement. choses. Il faut toujours faire attention dans la Voilà. phase dans la phase de l'étude. C'est Exactement. très très important. Très très important. Exact. Il faut vraiment obligatoirement. Il faut laisser les réservations nécessaires pour que vous puissiez passer Exact. vos câbles avant de. Tout à fait. Exactement. Exactement. C'est vraiment très très récurrent malheureusement. Et parfois ils font le plan de synthèse, mais ils le font après. Mais après ça ne sert à rien parce que c'est trop tard. Le coup est parti. Il est intéressant de faire ça vraiment au Oui, oui. moment. Voilà. Vraiment, Comme ça, oui, s'il y a des conflits. Voilà. Très bien. Donc par rapport au BIM, juste un dernier mot. Donc, vraiment, c'est une construction du bâtiment de manière virtuelle avant de commencer la réalisation sur le terrain. Dès qu'on est sûr maintenant qu'il n'y a pas de conflit, voilà, il y a les passages sont corrects, etc. Là, on peut commencer la construction sur le terrain. Il y a aussi des problèmes. Vous savez, tout à l'heure, je disais que dans un bâtiment, on peut avoir 1000 plans, voire plus, si on compte les détails et tout. Et parfois, il y a des intervenants qui font des modifications. Par exemple, l'architecte, ou bien l'électricien, ou bien le béton armé. Et quand on fait une modification, elle a des répercussions sur beaucoup de plans. Sur beaucoup de plans. Donc, et parfois, il y a des oublis. On fait une modification quelque part sur un plan, mais on oublie de reporter cette modification sur les autres plans. Et ça aussi, ça participe à créer ces conflits. Donc, dans l'analyse de nos plans, toujours, il faut s'assurer que tous les éléments portent des références. Donc, toutes les semelles, par exemple S1, S2, tous les poteaux P1, P2, toutes les langrines, toutes les poutres, etc. Que tous les éléments de la structure, ils ont une référence et que, quelque part, nous avons le détail de chaque référence. C'est-à-dire que nous avons le détail du ferraillage de la semelle S1, nous avons le détail du poteau P1, par exemple, etc., etc. Que tout ce qui existe dans un plan, BA ou autre, porte une référence et que cette référence, il faut qu'on ait quelque part le détail. Dans la vie du projet, les plans sont amenés à être modifiés peut-être plusieurs fois. Donc, dans un plan peut être modifié plusieurs fois pendant les travaux, bien sûr. Donc, les plans on doit vérifier quand on analyse le plan, on doit vérifier est-ce que ça porte bien sûr la date, est-ce que ça porte un numéro, l'endroit, l'étage par exemple, le bâtiment, etc. Mais surtout l'indice de révision. C'est une donnée qui est très très importante. Est-ce que ça doit obligatoirement porter un indice de révision? Ça commence par 0, 0 et puis ça évolue en fonction du nombre, en fonction des modifications. Et c'est cet indice qui permet de tracer l'évolution. Si on peut également avoir plus tard, quand on passe de l'indice 0,0 par exemple à l'indice 0,1, s'il y a une modification, on peut avoir également la nature de la modification sur le plan, si l'idéal, parce que ça permet s'assurer que ça permet en fait de faciliter la lecture du plan, parce que des fois c'est juste une cotation qui a changé, parfois c'est juste le titre. Donc ça facilite la lecture quand on a la nature de la modification directement sur le plan. Mais l'essentiel, c'est vraiment l'indice de révision, bien sûr le numéro de plan et la date. Mais l'indice, c'est très très important et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure qu'il faut régulièrement vérifier est-ce que les équipes ont les bons indices ou pas. C'est le travail du bureau d'études, je pense. En fait, c'est le travail du bureau d'études, mais nous sommes en train d'analyser le travail du bureau d'études. C'est-à-dire que, voilà, le bureau d'études, il peut produire des plans, par exemple. Parfois, il oublie de changer l'indice. Moi, personnellement, je suis tombé pas mal de fois sur il modifie le plan, mais il oublie de modifier l'indice. Ou bien, il oublie de modifier la date.